La Cagliostro se venge. D'après Maurice Leblanc. Préface d'Arsène Lupin. Je voudrais marquer ici que, tout en appréciant comme il convient et en certifiant comme conforme à l'exactitude les aventures qui me sont attribuées par mon historiographe attitré, j'apporte néanmoins certaines réserves sur la façon dont il les présente dans ses livres. Il y a 100 manières d'accommoder au goût du public une aventure réelle. Peut-être n'est-ce pas choisir la meilleure que de me montrer toujours sous l'aspect le plus avantageux et de me mettre obstinément en relief et au premier plan. Non content de négliger les nombreux épisodes de ma vie où je fus dominé par les circonstances, démoli par mes adversaires ou rabroué par les respectables agents de l'autorité, mon historiographe arrange, atténue, développe, exagère et, sans aller contre les faits, les dispose si bien que j'en arrive parfois à être gêné dans ma modestie. C'est un mode de récit que je n'approuve pas. Je ne sais qui a dit « il faut connaître ses limites et les aimer ». Je connais mes limites, et j'éprouve même, à les sentir, quelque satisfaction, ayant horreur de tout ce qui est surhumain, anormal, excessif et disproportionné. Ce que je suis me suffit. Au-delà, je serai invraisemblable et ridicule. Or, l'une de mes faiblesses est la crainte de tomber dans le ridicule. Et j'y tombe sans aucun doute, et c'est là la raison essentielle de cette courte préface, lorsque je suis offert au public dans une invariable, perpétuelle et irritante situation d'amoureux. Certes, je ne nie pas que j'ai le cœur fort sensible, et que le coup de foudre me guette à chaque tournant de rue. Et je ne nie pas non plus que les femmes me furent en général accueillantes et miséricordieuses. J'ai des souvenirs flatteurs. Je fus l'objet heureux de défaillances, dont tout autre que moi se prévaudrait avec quelque orgueil. Mais de là à me faire jouer un rôle de Don Juan, de Lovelace irrésistible, c'est un travestissement contre lequel je proteste. J'ai connu des rebuffades. Des rivaux méprisables me furent préférés. J'ai eu ma bonne part d'humiliation et de trahison. Des faits incompréhensibles, mais qu'il faut noter si l'on veut que mon image soit rigoureusement authentique. Voilà le motif pour lequel j'ai voulu que la présente aventure fût racontée et qu'elle le fût sans détour ni ménagement. Je ne m'y distinguerai pas toujours par une agaçante infaillibilité. Mon cœur n'y soupire pas au détriment de ma raison. Mon pouvoir de séducteur est singulièrement mis en échec. Tout cela me vaudra peut-être l'indulgence de ceux que l'excès de mes mérites et de mes conquêtes horripile, non sans motif. Un mot encore. Joséphine Balsamo, qui fut la grande passion de ma 20e année, et qui, se faisant passer pour la fille du comte de Cagliostro, le fameux imposteur du XVIIIe siècle, prétendait tenir de lui le secret de l'éternelle jeunesse, ne paraît pas en ce livre. Elle n'y paraît pas pour une raison dont le lecteur appréciera de lui-même toute la force. Mais d'autre part, comment ne pas mêler son nom au titre d'une histoire sur laquelle son image projette une ombre si tragique, et où l'amour se double de tant de haine et la vengeance s'enveloppe de tant de ténèbres. Première partie. Le second des deux drames. Chapitre 1. Sur la piste de guerre. Les belles matinées du mois de janvier, alors que l'air vif s'imprègne d'un soleil déjà plus chaud, comptent parmi les sources d'exaltation les plus vivifiantes. Dans le froid de l'hiver,
on commence à pressentir un souffle de printemps. L'après-midi allonge devant vous des heures plus nombreuses. La jeunesse de l'année vous rajeunit. C'est évidemment ce qu'éprouvait Arsène Lupin en flânant ce jour-là sur les boulevards, vers 11 heures. Il marchait d'un pas élastique, se soulevant un peu plus qu'il n'eût fallu sur la pointe des pieds, comme s'il exécutait un mouvement de gymnastique. Et de fait, à chaque pas du pied gauche, correspondait une profonde inspiration de la poitrine, qui semblait doubler la capacité d'un thorax dont l'ampleur était déjà remarquable. La tête se penchait légèrement en arrière, les reins se creusaient, pas de par-dessus, un petit costume gris de plein été, et sous le bras, un chapeau mou. Le visage, qui paraissait sourire aux passants, et surtout aux passantes, pour peu qu'elles fussent jolies, était celui d'un monsieur qui se dirige allègrement vers le poteau de la cinquantaine, si même il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Mais vu de dos, ou de loin, ce même monsieur, fringant, de taille mince, très à la mode, avait le droit de protester contre toute évaluation qui lui eût attribué plus de 25 ans. Et encore, se disait-il en contemplant dans la glace son élégante silhouette, et encore, que d'adolescents pourraient me porter envie. En tout cas, ce qui eût excité l'envie de tous, c'était son air de force et de certitude, et tout ce qui trahissait chez lui l'équilibre physique, la santé morale et la triple satisfaction d'un bon estomac, d'un intestin scrupuleux et d'une conscience irréprochable. Avec ça, on peut marcher droit et la tête haute. Notons aussi que son portefeuille était abondamment garni, qu'il avait dans sa poche à revolver 4 carnets de chèques sur des banques différentes et à des noms divers, et que, un peu partout à travers la France et dans des cachettes sûres, lits de rivières, cavernes inconnues, trous de falaises inaccessibles, il possédait des lingots d'or et des sacs de pierres précieuses. Et nous ne parlons pas du crédit qu'on lui accordait dans tous les mondes, en tant que Raoul de Limésie, que Raoul d'Avnac, que Raoul d'Henris, que Raoul d'Averny, simples et modestes noms de bonne petite noblesse de province, que reliaient les uns aux autres ce même prénom de Raoul. Justement, il passait devant la Banque des Provinces. Il devait y déposer un gros chèque, un chèque au nom de Raoul d'Averny. Il entra, effectua son opération, puis descendit dans les sous-sols de l'établissement, signa le registre et se rendit à son coffre-fort pour y prendre quelques documents. Or, tandis qu'il choisissait ceux dont il avait besoin, il aperçut, non loin de lui, un monsieur en deuil, à l'aspect vieillot et suranné d'ancien notaire de province, qui retirait d'un coffre-fort voisin plusieurs paquets proprement enveloppés, qui coupa les ficelles et compta, une par une, des liasses de 10 billets de 1000 francs que retenait une épingle. Le monsieur, très myope et qui, de temps à autre, jetait autour de lui un coup d'œil inquiet, ne s'avisa pas qu'Arsène Lupin pouvait suivre chacun de ses gestes, et il continua sa besogne jusqu'à ce qu'il eût rangé dans une serviette de maroquin 80 ou 90 liasses de billets, c'est-à-dire une somme de 8 ou 900 000 francs. Lupin avait compté en même temps que lui, et se disait « Que diable peut manigancer ce respectable rentier ? Garçon de recette ? Trésorier payeur ? Ne serait-ce pas plutôt un de ces personnages sans vergogne qui étouffent quelques magots pour le dissimuler aux exigences du fisc ? Oh, j'ai horreur de ces bonhommes-là. Frauder l'État. Quelle turpitude !» Le personnage acheva son opération et ferma sa serviette de maroquin avec une sangle qu'il agrafa soigneusement. Puis il s'éloigna et remonta l'escalier. Lupin se mit en route derrière lui, car enfin,
la conscience la plus irréprochable ne peut pas vous empêcher de suivre un monsieur qui transporte 1 million liquide. Une telle somme vous a une petite odeur qui attire après elle les bons chiens de chasse. Et Lupin était un bon chien de chasse, muni d'un flair qui ne l'induisait jamais sur une mauvaise piste. Il partit donc à la suite du gibier, l'allure moins conquérante peut-être, car il ne faut pas se faire remarquer, mais avec des frémissements de plaisir. Aucun projet d'ailleurs, pas la moindre arrière-pensée. Pour qui possède une conscience irréprochable et un nombre respectable de trésors, qu'est-ce qu'une liasse de billets? Le monsieur pénétra chez un pâtissier de la rue du Havre, en sortit avec un paquet de gâteaux et se dirigea vers la gare Saint-Lazare. « Crébleu, va-t-il prendre le train et me mener au diable ?» Il prenait le train. Lupin, tout en protestant, le prit aussi, et dans le long compartiment encombré de voyageurs, ils filèrent de conserve sur la ligne de Saint-Germain. Le monsieur tenait fortement contre sa poitrine, comme une mère tient son enfant, la serviette de Maroquin. Il descendit au-delà de la petite ville de Chatou, à la station du Vésinet, ce qui réjouit Lupin. L'endroit lui plaisante infiniment. À 12 kilomètres de Paris, encerclé par une boucle de la Seine, le Vésinet, ou du moins ce quartier du Vésinet, est soumis à des servitudes très rigoureuses d'aménagement et de construction, et développe autour d'un lac endormi sous des arbres ses larges avenues ornées de jardins et de riches villas. Ce matin-là, les branches faisaient miroiter au soleil des gouttes de rosée qui restaient du givre de la nuit. Le sol était dur et sonore. Quel délice de marcher ainsi, sans autre souci que de veiller sur la fortune de son prochain. De jolies maisons, cernées par une avenue extérieure, s'élèvent au bord d'une première pièce d'eau, modeste étang, plus petit et plus discret, dont les rives appartiennent aux propriétaires mêmes des villas qui l'entourent. On passa devant la roseraie, puis devant l'orangerie, puis le monsieur souleva le marteau d'une maison qui s'appelait les Clématites. Lupin continuait sa route à l'écart, de manière à n'être pas remarqué. La porte s'ouvrit. 2 jeunes filles s'élancèrent gaiement. « Ah, en retard, mon oncle! Le déjeuner est prêt! Qu'est-ce que tu nous apportes de bon ?» Lupin fut charmé. L'accueil empressé que l'on faisait à l'oncle Gâteau, l'exubérance des 2 nièces, la forme basse et un peu démodée de la maison, tout cela était fort sympathique. Il serait vraiment agréable de pénétrer dans ce milieu cordial et d'y respirer la tiède atmosphère d'une famille unie. 500 mètres plus loin, c'était le grand lac, si pittoresque avec son île amarrée par un pont de bois. On y mange dans un excellent restaurant, où Lupin fit honneur au menu. Après quoi, il contourna le lac, admirant sur le côté extérieur de la route d'aimables villas, closes pour la plupart en séjour d'hiver. Mais l'une d'elles attira son attention. Non pas seulement parce qu'elle était plaisante et gratifiée d'un jardin bien dessiné, mais aussi parce qu'un écriteau s'accrochait à la grille et qu'on y pouvait lire « Clair Logis, propriété à vendre, s'adresser ici pour visiter et à la villa des Clématites pour tout renseignement. » Les Clématites, précisément la villa où mon oncle déjeunait. En vérité, le destin y mettait de la malice. Comment ne pas associer, en effet, l'idée de la serviette de cuir et l'idée du clair logis? 2 pavillons flanquaient la grille d'entrée. Le jardinier habitait celui de droite. Lupin sonna. Aussitôt, on lui fit visiter la maison, et tout de suite, il fut ravi. C'est qu'il était adorable, ce logis. Un peu délabré, en ruine même, à certains endroits, mais si bien distribué et se prêtant si bien à une adroite restauration. C'est ça qu'il me faut.
Moi qui désirais avoir un pied-à-terre aux environs de Paris pour y passer de temps à autre un paisible week-end. Je ne veux pas autre chose. Et puis, quelle affaire merveilleuse! Quelle aubaine inattendue! Le destin lui offrait, d'une part, un logis idéal, et de l'autre, de quoi acquérir ce logis sans bourse déliée. La serviette de Maroquin n'était-elle pas là pour financer l'acquisition? Comme tout s'arrange. 5 minutes plus tard, Lupin faisait passer sa carte, et M. Raoul d'Averny était introduit auprès de M. Philippe Gavrel dans un salon-studio du rez-de-chaussée où se trouvaient déjà les 2 jolies nièces que leur oncle lui présenta. M. Gavrel portait sous le bras la serviette de Maroquin, toujours sanglée de sa courroie. Il avait dû certainement déjeuner sans desserrer son étreinte. Lupin exposa le but de sa visite, l'achat éventuel du clerc-logis. Philippe Gavrel formula ses conditions. Lupin réfléchit un instant. Il regardait les 2 sœurs. Un jeune homme qui faisait la cour à l'aîné, et qu'elle annonça elle-même comme son fiancé, venait de les rejoindre, et ils riaient tous les 3. Il fut gêné. Toujours scrupuleux, il se demandait jusqu'à quel point son projet d'acquisition à bon marché pouvait léser les 2 sœurs. En fin de compte, il sollicita un délai de 48 heures avant de prendre une décision. « Nous sommes d'accord, » répondit M. Gavrel. « Mais vous voudrez bien traiter avec mon notaire. Je pars tout à l'heure pour le midi. » Et il expliqua que, étant veuf depuis 8 mois, et son fils venant de se marier à Nice, il allait le retrouver pour passer une partie de l'année auprès du jeune ménage. « D'ailleurs, je n'habite pas ici, chez mes nièces. Tenez, voici ma villa, à côté, l'orangerie. Nos 2 jardins ne font qu'un. La maison est agréable, mais vous ne pouvez pas la juger close comme elle est et barricadée de ses volets. » Lupin resta 1 heure encore, bavardant et plaisantant avec les jeunes filles, leur racontant maintes aventures et histoires qui les amusaient. Mais du coin de l'œil, il observait M. Gavrel. On se promena dans le jardin des Clématites et dans le jardin de l'orangerie. Philippe Gavrel, sa serviette de Maroquin sous le bras, donnait des ordres à son valet de chambre, lequel, ayant fait charger les malles et les sacs sur un camion automobile, partit en avant pour la gare de Lyon. « Et ta serviette, mon oncle, tu l'emportes » dit une des sœurs. « Bien sûr que non. Ce sont des papiers d'affaires sans importance que j'ai ramenés de Paris et que je vais ranger chez moi. » De fait, il entra dans la maison. 20 minutes après, il en sortait. Plus de serviettes sous le bras, et aucun gonflement de poche qui permit de croire que les liasses de billets puissent être sur lui. Il les a cachés dans sa maison. Il doit être sûr de sa cachette. Décidément, c'est un vieux malin qui a fraudé le fisc sur la liquidation de la succession de sa femme. Ces gens-là ne méritent aucun ménagement. Il le prit à part et déclara. « Tout bien réfléchi, monsieur. Je suis acheteur. »« Parfait, » dit M. Gavrel, qui remit les clés de sa villa à ses nièces. Ils partirent ensemble. M. Gavrel n'avait décidément pas sa serviette de Maroquin. 2 semaines après, Lupin signait un chèque. Simple avance qu'il faisait au vendeur, le prix du clerc-logis étant plusieurs fois garanti par les liasses de billets mises à l'abri dans la villa de l'orangerie. Il ne se pressa même pas d'accomplir les recherches nécessaires, estimant qu'il ne pouvait y avoir une cachette plus sûre que celle qui inspirait tant de confiance aux détenteurs des billets. Ce qui fait la qualité d'une cachette, c'est que l'existence du trésor qui s'y trouve n'est connue de personne. Lupin, lui, la connaissait. Avant tout, il devait se mettre en quête d'un architecte pour remettre en état le clerc-logis. Le hasard le lui procura. Un jour, il reçut une lettre d'un docteur qui lui avait rendu jadis un inappréciable service, qui connaissait sa véritable personnalité
et qu'il tenait toujours au courant de ses avatars et de ses adresses successives. Le docteur Delattre lui écrivait. « Cher ami, je serais très heureux s'il vous était possible de vous occuper du jeune Félicien Charles, architecte diplômé auquel je m'intéresse. Il a du talent, etc. Lupin fit venir ce jeune homme, qui lui sembla timide, réservé, désireux de plaire, mais ne sachant comment y parvenir. Assez joli garçon, du reste, de 27 à 28 ans, intelligent et artiste. Il comprit fort bien tout ce qui lui était demandé et offrit même de faire toute la décoration du logis et de remettre le jardin en ordre. Il habiterait le pavillon de gauche. Et les mois s'écoulèrent. Lupin ne vint guère plus de 3 ou 4 fois. Il avait introduit Félicien Charles auprès des deux sœurs et se tenait ainsi au courant de ce qui se passait chez elles. Lui-même, d'ailleurs, se plaisait à leur rendre visite. L'aîné fut assez gravement malade d'une bronchite, ce qui retarda son mariage. La cérémonie fut enfin fixée au 9 juillet. L'oncle Gavrel devait y assister. Lupin, qui voyageait en Hollande, résolut de revenir 8 jours auparavant pour opérer l'escamotage des billets de banque. Son plan était simple. Il avait remarqué que l'on pouvait, au bout d'un passage public qui conduisait entre deux murs jusqu'à l'étang, attirer la barque d'une propriété voisine. De la sorte, une nuit, il gagnerait le jardin de l'orangerie et pénétrerait dans la maison. Une fois en possession des liasses de billets, il reformerait le paquet pour lui redonner son apparence exacte. Il était hors de doute que Philippe Gavrel, durant les 24 heures qu'il se proposait de passer non pas à l'orangerie, mais chez les deux sœurs, se contenterait de voir si son paquet était bien à sa place, sans en vérifier le contenu. Le vol ne serait donc découvert qu'à la rentrée d'octobre. Mais lorsque Lupin arriva un matin dans son automobile, un drame terrible, à rebondissement tragique, s'était abattu la veille sur les rives paisibles de la petite pièce d'eau. Chapitre 2. Tuerie. Qu'il soit bien établi tout d'abord que le déjeuner qui précéda à la villa des Clématites, l'effroyable douzaine d'heures où s'accumulèrent les péripéties du drame, fut entre les deux jeunes filles et les deux jeunes gens que menaçait un destin si proche, d'une gaieté naturelle, légère, insouciante, mêlée de gentillesse et d'émotions amoureuses. Toutes les tempêtes ne s'annoncent pas par des signes précurseurs. Celle-ci éclata brusquement dans un ciel serein, sans qu'aucun pressentiment étreignît le cœur de ceux qui allaient en être les victimes effarées. Ceux-là riaient et parlaient gaiement de leurs projets immédiats, comme de leurs projets du lendemain et de la semaine suivante. Il y avait les sœurs Gavrel, qui, depuis la mort de leurs parents, c'est-à-dire depuis 7 ou 8 ans, continuaient d'habiter les Clématites, sous le chaperonnage d'une gouvernante qui les avait vues naître, la vieille Amélie, et de son mari, Édouard, le domestique. L'aînée des deux sœurs, Élisabeth, une grande jeune fille blonde, avec un visage un peu trop pâle de convalescente et un sourire d'une séduction ingénue, s'adressait surtout à son fiancé, Jérôme Elmas, beau gaillard à la figure franche, sans situation pour l'instant, et qui, orphelin, avait gardé la petite maison où vivait jadis sa mère, dans l'agglomération même du Vésinet, au bord de la route nationale de Paris. Ami d'Élisabeth avant d'être son fiancé, il avait connu la cadette, Rolande, tout enfant, et la tutoyait. Il prenait ses repas aux Clématites. Rolande, beaucoup plus jeune que sa sœur, avait plus d'expression qu'Élisabeth, plus de beauté réelle, et surtout un charme plus passionné et plus mystérieux. Et sans doute attirait-elle l'autre jeune homme, Félicien Charles, qui ne cessait de l'observer furtivement, comme s'il n'osait trop la regarder en face. Était-il amoureux d'elle? Rolande elle-même n'aurait pu le dire. Il était de ces êtres décevants dont la physionomie n'exprime pas la nature secrète
et qui ne paraissent jamais penser ou sentir comme ils pensent ou comme ils sentent. Le repas fini, ils entrèrent tous quatre dans le studio, vaste pièce, tout intime cependant par l'arrangement des meubles, des bibelots et des livres. Sa fenêtre à l'anglaise, très large, grande ouverte, donnait sur une pelouse étroite qui séparait la villa de l'étang. L'eau immobile, sans un frisson, reflétait des arbres touffus dont les longues branches pendantes venaient rejoindre les branches qui les doublaient au creux du miroir. En se penchant, on apercevait sur la droite, à 60 mètres, l'autre maison, l'orangerie où demeurait l'oncle Philippe. Une haie très basse marquait la limite des deux jardins, mais la bande de gazon courait ininterrompue tout le long de l'étang. Élisabeth et Rolande se tinrent un moment par la main. Elles semblaient s'aimer infiniment. Rolande surtout témoignait d'un grand désir de se dévouer et aussi d'une constante inquiétude. La santé d'Élisabeth, après sa maladie, exigeait encore certaines précautions. La laissant avec son fiancé, Rolande se mit au piano et appela près d'elle Félicien Charles, qui chercha d'abord à se dérober. « Vous m'excuserez, mademoiselle, mais nous avons déjeuné plus tard aujourd'hui et mon travail commence chaque jour à la même heure. »« Votre travail ne vous laisse-t-il pas toute liberté ? » ?»« C'est justement parce que je suis libre que je dois être exact. D'autant que M. d'Averny arrive demain à la première heure. Il voyage toute la nuit en auto. »« Quelle chance de le revoir. Il est si sympathique, si intéressant. Vous comprenez alors mon désir de le contenter. Tout de même, asseyez-vous, une demi-minute seulement. » Il obéit et se tut. « Parlez-moi. » »« Dois-je vous parler ou vous écouter ? » ?»« Les deux à la fois. »« Je ne puis vous parler que si vous ne jouez plus. » Elle ne répondit pas. Elle joua simplement quelques phrases de musique si douces, si abandonnées, qu'on aurait pu croire à un aveu. Essayait-elle de lui faire comprendre quelque chose de secret ou de le forcer à plus d'expansion et d'élan ? Mais il garda le silence. « Allez-vous-en. »« M'en aller ? Pourquoi ? » ?»« Nous avons assez causé aujourd'hui. » Il hésita, stupéfait. Puis, comme elle répétait son ordre, il partit. Rolande haussa légèrement les épaules, puis elle continua de jouer, observant Élisabeth et Jérôme qui s'entretenaient à voix basse et se regardaient assis l'un près de l'autre sur le divan, tandis que la musique les berçait et les rapprochait encore. 20 minutes s'écoulèrent ainsi. À la fin, Élisabeth se leva et dit « Jérôme, voilà notre heure de promenade quotidienne. C'est si bon de glisser sur l'eau entre les branches. » « Est-ce bien prudent, Élisabeth ? Vous n'êtes pas tout à fait remise. »« Mais si. Au contraire, c'est un repos qui me fait beaucoup de bien. »« Cependant, c'est ainsi, mon cher Jérôme. Je vais chercher la barque et l'amener devant la pelouse. Ne bougez pas, Jérôme. » Elle monta dans sa chambre, comme chaque jour ouvrit un secrétaire, et selon son habitude, écrivit quelques lignes sur le registre où elle tenait son journal intime et où l'on devait retrouver plus tard ses dernières paroles. Jérôme m'a semblé un peu distrait, absorbé. Je lui en ai demandé la cause. Il m'a répondu que je me trompais, et comme j'insistais, il m'a opposé la même réponse, mais d'une façon plus indécise néanmoins. Non, Élisabeth, je n'ai rien. non, Que Élisabeth, pourrais-je désirer de plus je n'ai rien. puisque nous allons nous marier? Que pourrais-je désirer de plus, puisque nous allons nous marier, et que mon rêve, qui date d'1 an bientôt, va se réaliser. Seulement, je m'inquiète parfois de l'avenir. Vous savez que je ne suis pas riche, et qu'après de 30 ans, je n'ai aucune situation. J'ai posé ma main sur sa bouche en riant. Mais je suis riche, moi. Évidemment, nous ne pourrons pas faire de folie. Mais aussi,
Pourquoi êtes-vous si ambitieux? Je le suis pour vous, Élisabeth. Pour moi, je n'ai pas de besoin réel. Mais moi non plus, Jérôme. Je ne me contente de rien. Par exemple, d'être heureuse, pas davantage. Voyons, n'est-il pas admis que nous vivrons ici, tout simplement, jusqu'à ce qu'une bonne fée nous apporte le trésor qui nous est dû? Ah, je n'y crois guère au trésor. Comment? Mais le nôtre existe, Jérôme. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté. Ce vieil ami de nos parents, un cousin éloigné qu'on n'a pas revu depuis des années et qui n'a pas donné de ses nouvelles, mais qui nous aimait bien. Oh, que de fois ma vieille gouvernante Amélie m'a dit « Mademoiselle Élisabeth, vous serez très riche. Votre vieux cousin, Georges Dugrival, doit vous laisser toute sa fortune. Oui, à vous, Élisabeth. Et il est malade, paraît-il. Vous voyez bien, Jérôme. L'argent, soit. Mais c'est le travail que je voudrais. Ce que je désire pour vous, Élisabeth, c'est un mari qui vous fasse honneur. Pour vous, Élisabeth, c'est un mari qui vous fasse honneur. Il n'en dit pas davantage, mais je souriais. Jérôme, mon cher Jérôme, est-ce qu'on pense à l'avenir quand on aime comme nous nous aimons? Élisabeth posa sa plume. Sa confidence quotidienne était finie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.